Donc, alors, voici donc le plan. Donc, je reprends rapidement pour vous préciser le propos. En introduction, je vais vous expliquer le contexte d'intervention, le travail, les opérations archéologiques très rapidement. Les différentes campagnes de fouilles qui ont lieu en trois grandes phases, on va dire. Après, les spécificités du site dans son contexte local et un petit peu aux alentours. Après, moi, je vous parlerai de la préhistoire récente, de ce qu'on peut en parler, de ce que ça nous apporte par rapport à ces périodes et dans le contexte vraiment local. Et en dernière partie, ce sera Alexandre qui vous présentera les périodes historiques. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que depuis les années... Alors moi, je me suis concentré surtout sur les années 2000, où c'est là où on a plus les informations plus faciles à disposition. Donc un plan qui vous reprend que à Olioul, il y a eu beaucoup de diagnostics archéologiques qui ont eu lieu depuis les années 2000. On parlait avec monsieur le maire de la technopole de la mer, donc il y a eu un grand diagnostic qui a été fait sur a priori une dizaine d'hectares. Notre site, en sachant que où vous voyez la flèche, notre site est en haut en rouge là, qui vous montre sa localisation. Et ça s'étend au nord-est avec une grande surface qui a été explorée par l'INRAP à Val-Bertrand. On a dans ces deux principales phases de diagnostic archéologique, on a des découvertes plutôt isolées qui ont été mises au jour. Donc un potentiel dépôt secondaire de crémation humaine au nord-ouest et plus au sud-ouest, pardon. Du coup, à la technopole de la mer, il y a un foyer proto-historique. Mais en gros, cette carte vous permet de vous montrer que les vestiges dans cette zone précise, ça ne s'étend pas partout, évidemment, il y a eu... Par contre, c'est très riche au niveau de ce qu'on appelle les quartiers Chiez et chemin de Faverolles, avec une grande fouille qui a eu lieu en deux étapes, en 2015 et en 2019 à quartier Chiez, qu'on appelle quartier Chiez 1 et 2 du coup, qui a été fouillé par Archéodonome, et chemin de Faverolles qui est en haut avec ses différentes phases de fouilles. Donc pour vous dire rapidement que ça a été quand même un long processus pour arriver aux fouilles du chemin de Faverolles. Ça a commencé par un diagnostic en 2011 au relais de la Panagia, fait par Frédéric Conche à l'INRAP, où on a trouvé des traces agraires. Puis surtout en 2015, sur cette vaste surface que vous voyez cerclée de rouge, il y a eu un diagnostic de 5 hectares sur des terres agricoles qui appartenaient à la propriété de la Panagia, qui est depuis très longtemps des terres en friche ou de maraîchage pour la viticulture ou l'oléiculture. Ce qui nous intéresse, nous, en plus particulièrement, c'est que ça a été du coup soumis à peu d'impact de l'urbanisation récente, mis à part les travaux de sous-solage et agricole. Donc le diagnostic a montré, vous voyez en rouge, c'est les tranchées positives. Il y a trouvé de nombreux vestiges dispersés sur toute la surface. Donc ce premier diagnostic a donné lieu à une première fouille que vous voyez en 2018 sur 1,3 hectare en bas au sud. Là. Le maillage étant un peu plus lâche au nord-ouest, le SRA a prescrit un deuxième diagnostic pour vérifier s'il y avait besoin de faire des fouilles ou pas pour le futur projet immobilier qui s'étend sur le nord. Ça a de nouveau révélé des vestiges préhistoriques. Du coup, ça a motivé une deuxième phase de fouille, puis une troisième en 2022, où c'est tout ce qu'il y a en bleu là au nord-est. Donc voilà, ça va peut-être être plus parlant. Donc ça, c'est une vue aérienne qui a été faite en 2022 lors de notre chantier qui est donc matérialisé en bleu. Vous voyez le projet au sud, la tranche 1, donc, qui a été du coup construit, je pense, à mon avis, ça a pris forme en 2020 a priori. En 2020, donc du coup, nous, on a fouillé là-haut, où des nouvelles constructions ont été faites depuis. Et puis là, donc aussi, on voit l'oliveraie qui a été sanctuarisée juste ici, là. Donc nous, on n'a pas intervenu là-dedans. Et donc au nord, et une petite parcelle juste au-dessus. Voilà. Donc rapidement, parce qu'on a un petit peu perdu de temps, je vais vous présenter rapidement les campagnes de fouilles. Donc en 2018, il y a deux zones principales. La plus à l'est, où il y avait vous voyez le plan, c'était densément
il y avait énormément de vestiges archéologiques de plusieurs périodes différentes, donc ça nous a mis, ça nous a imposé de fouiller minutieusement à la main de nombreux vestiges qui étaient fragiles. Donc vous voyez ici, là, on voit on essaye de prélever un vase de stockage semi-enterré et une fouille minutieuse à la main, tout en redécapant les niveaux pour être sûr de ne pas passer à côté de différentes étapes d'occupation du site. Plus à l'ouest, du coup, là, on a utilisé beaucoup les pelles de grosses pelles mécaniques, 20, 25, 30 tonnes pour déblayer, pour monter l'état, pour libérer cette grande bande marron dont je vais vous expliquer exactement la signification tout à l'heure. Donc en 2020, alors, on a commencé à décaper juste la veille du confinement. Donc, inutile de vous dire que pour reprendre 3 mois après la fouille, ça a été un petit peu compliqué, malgré la petite superficie. Il a fallu suivre les impératifs du projet immobilier, donc on a été obligé de continuer à fouiller pendant que ça remblayait pour arriver sur la deuxième parcelle, où on a essayé de naviguer autour de larges murs de restanques bien conservés, et on a été obligé d'utiliser la pelle mécanique et de se balader façon de parler, hein, tout autour. Et puis plus en bas, on voit l'oliveraie qui a été préservé suite à un arrêté municipal en 2019. Enfin, en 2022, la petite parcelle occidentale dans la continuité des fouilles de 2020, peu dense, mais néanmoins digne d'intérêt. On verra plus tard pourquoi, notamment surtout pour l'âge du bronze ancien. Et donc, à l'est, le large paléo-vallon qu'on a exploré avec, de nouveau, comme sur la zone occidentale de 2018, avec beaucoup de travail à la pelle mécanique pour essayer de trouver les bons niveaux où s'installaient les populations préhistoriques. Donc rapidement, je vais vous présenter le contexte du site. Donc il est en bordure, et c'est assez crucial pour comprendre ce qui se passe sur le site, en bordure du Vala de Faverolles, qui est canalisé de nos jours. Vous voyez la ligne bleue là, qui part droite sur le plan en bas. Donc qui prend sa source juste au pied de la courtine. Et donc nous, on est dans cette zone tampon entre le grand massif collinaire là, qui se développe au nord, là, qui culmine vers 400, 500 et 800 avec le Mont Côme. Et nous, on est à peu près à 44 mètres NGF. Bon, bref, et en contrebas, il y a la plaine littorale qui, forcément, à l'époque, était bien différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui a été impactée par une forte urbanisation, puis la réorganisation de la rade de Toulon. Voilà, je vais aller vite là. Donc cette vue cavalière peut-être elle va être plus parlante pour vous. Donc vous voyez matérialisé en rouge, c'est nos emprises de fouilles sur un plan général. Au loin, le grand massif collinaire là, orienté est-ouest, et les petites collines qui commencent à se développer petit à petit. Donc nous, on est quand même, mine de rien, dans une situation assez particulière où on arrive sur les hauteurs. Une petite hauteur qui est notamment marquée où vous voyez le 46 mètres NGF au centre. Il y a une petite éminence, une petite élévation qui va favoriser certaines implantations humaines ici, quoi. En sachant que on voit, j'ai oublié de vous parler de tranches, où vous voyez tranches 2 et 3, il y a un petit massif collinaire là, qui est orienté est-ouest, qui fait une protection naturelle, celle-ci qui culmine à 60 mètres, et il y a forcément la colline de la Beaucaire que vous voyez à droite, là, qui culmine à, de mémoire, à 80 mètres, et qui offre une protection assez importante pour s'implanter au pied et au sud de ces structures, de ces éléments. Alors donc cette grande bande marron dont je vous ai parlé précédemment, c'est en fait l'ancien cours, le ruisseau de Faverolles, qui en fait, on est certains de nous, qui prenait en fait ce tracé précis, il contournait le massif dont je vous parlais tout à l'heure et venait partir à l'est de la Panaggia, qui devait être à l'époque aussi une petite éminence, quoi. Donc c'est vraiment très large, hein, on voit le bassin, ce qu'on appelle le bassin d'inondation du ruisseau de Faverolles, qui s'étend très largement. Vous voyez où il y a les oliviers, la bordure d'oliviers comme ça, et ça conditionne énormément à la fois l'implantation des communautés humaines de l'époque et aussi nos découvertes, parce que ça a aussi impacté l'état des vestiges jusqu'à nos jours. Enfin, pour terminer, on a aussi découvert en 2018
l'extrémité du Paléo-Vallon orienté nord-sud qu'on a commencé à appréhender et qu'on a plus finement exploré l'année dernière, donc, que vous voyez sur le plan ici. Là. On le voit là-haut, cette grande bande rouge qui est en fait bien repérée dès les années 50 par des photos aériennes. Ici, vous voyez très bien son tracé. Mais ce qui était intéressant, c'est que suite au diagnostic archéologique qui était un peu plus lâche dans cette zone-là, parce que c'était quand même 5 hectares, on a découvert, vous voyez en bas à gauche, une zone plus grise qu'on appelle hydromorphe, c'est-à-dire que c'est une zone un peu humide, où là, les vestiges ont été plus particulièrement bien préservés. Et vous voyez donc au loin, là, derrière, c'est donc le vallon, cette grande masse rouge-là. Et cette zone hydromorphe s'articule entre le vallon et la petite éminence dont je vous parlais précédemment. Voilà. Donc, alors, pour rentrer dans le vif du sujet pour la préhistoire récente, on a, si vous voyez sur le plan, on va appeler ça pôle d'occupation pour éviter de rentrer trop dans le détail et de la caractérisation fine. Surtout que depuis 2022, on a quand même pas mal de nouveautés qu'il faut qu'on réarticule avec ce qu'on a trouvé les années précédentes. Il y a 5 grandes phases d'occupation plus ou moins documentées qui s'étalent dans le temps, qui sont discontinues. Même les phases 2 et 3 que vous voyez sur la frise chronologique là-haut, elles n'ont pas grand-chose à voir entre elles. En plus, il y a une césure claire et nette à l'époque de la préhistoire qu'on appelle le néolithique moyen, entre avant 4000 et après 4000. Bref, c'est un détail. Moi, je ne vais pas vous présenter la phase 3 parce qu'il y a peu de renseignements pour cette période-là et les autres phases nécessitent d'être développées un peu plus longuement. Donc la première phase qu'on appelle on appelle néolithique moyen 1, donc c'est un peu barbare, hein, je vous avouerai, mais c'est la transition entre le néolithique ancien et ce qu'on appelle le néolithique moyen, on va dire plein, qui est vers 4250 à peu près, avant Jésus-Christ. C'est une période qui est très mal connue et qui est par contre, bizarrement, assez bien documentée à Faverolles, où on a de larges structures de combustion, comme vous pouvez voir sur les photos de gauche, des grands silos avec de la faune. C'est bien préservé en plus, mais c'est une période qui est pourtant, à l'échelle de tout le sud de la France, quand même assez mal connue, notamment parce que la culture matérielle fait vraiment défaut pour cette période, comme si il y avait très peu de traces au niveau du silex et de la céramique. Toujours est-il qu'on a trouvé... alors, il y a eu un petit bug, bon, c'est pas grave. On a trouvé quelques tessons décorés à la coquille qui rappellent les influences, enfin, les traditions de la période précédente, donc le néolithique ancien, où on a des décors ce qu'on appelle au cardium. C'est toujours ce décor à la coquille. Tradition épicardiale, c'est la continuité. Et en fait, sur le chantier, on a, c'est pas beaucoup, hein, 3 petits tessons comme ça, mais ça indique plutôt une filiation avec les traditions anciennes plutôt que un rattachement aux périodes plus récentes. C'est exactement ce qu'on trouve à Quartier-Caise 1 et 2, donc les sites dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont distants à peu près à même 500 mètres à peu près, où l'équipe d'Archéodonome et en chronothère archéologie en 2015 et 2019 ont trouvé pareil des traces assez fugaces, mais qui datent de cette période aux alentours de 4008-4006. Ce qui est intéressant pour localement, c'est que à la fois la réévaluation des anciennes collections permet de dire qu'on avait déjà trace de cette période, notamment au logis du bord de l'eau, à Cimay aussi et à Luba, mais plus spécifiquement au logis du bord de l'eau, avec des influences italiques à cette période, et qu'on utilise énormément, voire quasiment exclusivement, du silex local. Et c'est un débitage sur éclat qui rappelle de nouveau les traditions anciennes et pas les traditions plus récentes du néolithique moyen, qui est plutôt sur l'âme-lamelle. Voilà pour cette première phase. La deuxième phase, comme pour la phase 5, c'est le gros morceau de Faverolles, en fait. Le néolithique moyen, on a beaucoup de structures. Vous voyez, il y a deux principales concentrations qui sont en bordure du ruisseau, qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Je vais y revenir tout à l'heure. Vu le nombre de structures rattachées à cette période, on peut commencer à esquisser une image du paysage à l'époque. On a un cours d'eau qui est plutôt calme, à débit modéré, qui finit en éventail, qui s'inonde ponctuellement. Une zone humide, vous voyez, je l'ai marqué, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, qui est vraiment en bordure nord
qui fait comme une espèce de méandre ici. Ça, c'est attesté par les escargots terrestres qui sont plutôt on va dire, d'espèces palustres, on va dire. Les charbons de bois nous ont permis de voir qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient rattachés au milieu qu'on appelle ripicile, bon bref, en bordure d'eau, avec les frênes, les noisetiers, les ormes, le peuplier, bien marqués. On a aussi les escargots qui nous montrent qu'on a déjà des défrichements qui étaient déjà présents avant. Et puis, bien entendu, on a la garrigue. Alors, il y a le pistachier, arbousier, pin, salzman et sylvestre. Bon, la garrigue typique qu'on connaît. Il faut quand même noter qu'il y a une spécificité dans le Var pour cette période du néolithique moyen. C'est qu'on a aussi beaucoup de chênes caducifoliés qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres régions du sud de la France. Probablement à cause de l'eau aussi, d'ailleurs. Des sols profonds et voilà. Donc, rapidement, je vais essayer d'aller vite. Je vais vous présenter le secteur... La plus grande concentration, la zone d'habitat, qui est assez bien organisée, avec des foyers qui sont au sud de l'habitat, des silos, comme vous voyez sur l'illustration, qui sont plutôt en périphérie nord-est, avec qui, eux, contiennent beaucoup de matériel de mouture, donc pour broyer les céréales. Donc c'est là, par contre, ce qui est assez intriguant, c'est la seule trace qu'on a de l'agriculture pour cette période. Et d'ailleurs, pour le bronze ancien aussi, on n'a pas de céréales dans les prélèvements. Ceci étant dit, ce type d'objet est là pour une raison bien précise. Et on a aussi ce marqueur de défrichement de la zone par la présence d'escargots qui sont inféodés à certains types de milieux. Voilà, pour finir, dans cette zone-là, on a un dépôt funéraire. C'est donc un dépôt de crémation qui a été déposé sur peu d'épaisseur sous un objet très particulier, arrondi, avec un fond concave et en grès, d'une très belle facture, quoi. En parallèle de ça, ce qui est intéressant, c'est que la datation radiocarbone de cette crémation précise, elle tape exactement dans la même fourchette chronologique que l'inhumation qu'on a là-bas, vers l'ouest du site. Cette inhumation est clairement creusée dans la berge du ruisseau. Donc je vous expliquais que c'était une zone humide par les détecteurs paléo-environnementaux qu'on utilise. Donc cette fosse-là est vraiment creusée dans le milieu humide, à l'écart de l'habitat qu'on trouve au niveau du numéro 2, qu'on a découvert en 2020, qui représente un petit habitat sur poteau, associé à des rejets de céramique qui collent pile poil avec la même fourchette chronologique. Et entre ces deux endroits de ce secteur, on a des silos que vous voyez en bas. Alors on ne distingue pas très bien, mais il y a des restes de faune qui indiquent un élevage basé essentiellement sur les moutons et les chèvres. Le porc est quasiment absent. Il y a un micro-reste. C'est caractéristique du néolithique du sud de la France. C'est une norme. Par contre, on a beaucoup de bovins dans une fosse très précise. On pourra en rediscuter si vous voulez plus tard. Voici. Donc pour synthétiser rapidement, donc c'est une phase qui est vraiment bien documentée dans le secteur. Alors j'ai pris deux exemples là, parce que ça a été réétudié récemment, la gorge de la stalagmite et le logis du Bordelot, mais c'est quand même une zone où à cette période-là c'est assez marqué la présence des groupes humains, de même à Cartier-Kiez et sur le Mont Faron. Mais c'est vraiment surtout les gorges du Destel. Ce qui est intéressant, alors, pour replacer dans un contexte plus global, c'est qu'on a ici, le silex local n'est plus du tout utilisé. Bon, on est quand même 500 ans après, donc il y a le temps d'avoir des choses qui se passent. Mais en fait, c'est le silex, comme dans tout le sud de la France, c'est du silex qui va venir de Mont Ventoux, Apt, Fort-Calquier, qui va déjà être débité là-bas et qui va arriver sous des formes pré-standardisées, on va dire, qui seront après, en tout cas, sûrement pas débités sur place. Donc c'est un rapport avec des groupes spécialisés qui sont liés, qui font des échanges très particuliers. La céramique, bon, elle appartient au fond commun de cette période-là. Alors, je vais rapidement vous présenter il y a une structure qui documente le néolithique final. Elle est assez intrigante et elle va nous ramener en fait à la présence humaine à cette période-là, qui n'était pas si bien documentée avant, notamment les fouilles de Cartier-Kiez 1 et 2. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Au centre, vous voyez, il y a les restes d'un four qui était monté à la plaque, d'un four en terre crue,
qu'on dit four en cloche, qui a encore utilisé, ce type de four est encore utilisé. Donc là, on a un exemple en Afghanistan, mais il y en a sur tout le pourtour méditerranéen en tout cas. Ça a été volontairement effondré. Sont après rejetés beaucoup de tessons de gros vases de stockage qui présentent un cordon, et par-dessus des fragments de restes humains, voilà, qui a été surtout trouvé au diagnostic. Donc c'est une structure qui n'est pas anodine, qui nous indique que, vu la complexité du four à monter, ça indique que l'habitat, il y avait un habitat ici qui a été perdu suite aux fluctuations du cours d'eau, et qui renvoie aussi à une période qui est bien documentée à Cartier-Kies, et avec un établissement qui date d'une période un peu plus récente. Et encore plus récemment, vers Saint-Estève, on a ce fameux vase caréné de style Fontbouise qui indique une période vers 2005-2004. Ça ramène de nouveau plus généralement à la généralisation de ces gros vases de stockage qui apparaissent vers 3006 en Languedoc, 3100, c'est une nouvelle manière de gérer son rapport à la nourriture et aux céréales. Et enfin, dans la région, localement, on connaît bien les sépultures collectives, mais là, on a un rapport à l'être humain, aux individus et dans le monde funéraire. D'habitude, alors je vais prendre le sujet autrement. On était persuadé qu'au néolithique final, on utilisait surtout les sépultures collectives, et en fait, on se rend compte petit à petit qu'on a plusieurs exemples qui prouvent qu'il y a des défunts qui sont inhumés en contexte d'habitat domestique et pas hors du monde de la vie quotidienne. Voilà. Voilà. Enfin, donc, je vais finir là-dessus sur l'âge du bronze ancien, où maintenant on a 5 zones d'occupation détectées depuis 2022. Beaucoup d'informations sont disponibles et vont être disponibles pour cette période. Donc un secteur principal au sud-est et un autre au nord-ouest qu'on a découvert jusqu'en 2020, qui est de nouveau démantelé suite aux fluctuations du cours d'eau. Là, les données récoltées permettent de suivre un peu l'évolution du paysage. La zone humide disparaît, ou en tout cas être beaucoup moins développée, voire... Il y a encore des arbres qui font penser aux bordures du cours d'eau, mais c'est beaucoup plus fugace. Le cours d'eau est beaucoup plus... un débit beaucoup plus marqué, torrentiel, avec la présence d'iscles, très, très sûrement, vu les gros blocs qui ont été charriés, des défrichements beaucoup plus importants, et bien entendu la garrigue toujours présente, quoi. Donc je vous présente le secteur sud-est qui est marqué... C'est un secteur, on va dire... sédentaire, en tout cas sur la durée, parce qu'il y a des recoupements de structures, des types de foyers nombreux et variés, différents, qui impliquent des activités différentes. Un habitat sur poteaux qui se développe selon trois petits modules, des rejets de céramique plutôt au sud, donc quelque chose d'organisé, et surtout au centre, un empierrement, alors peut-être pour l'eau, a priori... Voilà. En tout cas, il y a un empierrement associé avec 2 vases de stockage semi-enterrés, donc de nouveau qui implique quand même une gestion de l'espace sur la durée, quoi. Au nord-ouest, on a quelques fosses qui ont été préservées, mais de nouveau avec beaucoup de céramique, des vestiges en terre crue et des structures de stockage dont on voit le sommet en bas à droite. Ça va me permettre de vous parler de la céramique. Alors, particulièrement au chemin de Faverolles, une de ses caractéristiques principales, c'est qu'elle possède un décor à cordon digité qu'on retrouve dans toutes les zones qu'on a explorées à ce jour, qu'on explore, voilà. Et ce qui montre quand même une ambiance culturelle homogène. Donc, en 2022, on a découvert ce qu'on pense être la périphérie de l'habitat qui doit s'étendre justement sous l'oliveraie qui a été protégé. Probablement que ce pôle 4 que vous voyez matérialisé sur le plan général à gauche, qu'on voit plus précisément au centre, là, doit être la prolongation de ce qu'on a trouvé au niveau du 3 là, en 2020. Il y a des structures similaires, l'utilisation de dallettes en grès verdâtre qu'on retrouve que à cette période-là, des foyers de nouveau, avec des tessons de décor digités, et surtout une sépulture plurielle dans une fosse de stockage réutilisée,
où l'espace est aménagé. Vous voyez ces gros blocs qui délimitent une zone où il y a l'individu, ça c'est le dernier individu inhumé, c'est une femme adulte, et dessous il y a deux enfants de sexe jeune, qui pas connu en tout cas, des enfants aux alentours de 10 ans. C'est pas, ce type de sépulture pour le bronze ancien, dans le coin, c'est pas connu du tout. Il faut remonter, je pense, à Saint-Maximin et plus au nord. Donc le pôle 5, c'est dans le fameux Paléo-Vallon qui a été assez compliqué à fouiller et à comprendre avec ses différentes incisions, perturbations naturelles. Là, on a beaucoup de foyers, de zones cendreuses qui peuvent se rapporter à des activités peut-être spécialisées. On en saura plus avec les études qui sont en cours. Et enfin, la fameuse zone hydromorphe, excusez-moi, dont je vous parlais, où on a un habitat sur poteau avec un foyer central dans le sud-ouest, que vous voyez matérialisé là-bas, et un épandage de mobilier de silex, nombreux, avec des formes, c'est ce qu'on appelle les nucléus, donc c'est les formes brutes qui vont être débitées sur place, beaucoup d'éclats et qui sont à la fois éparpillés sur le sol et dans les structures en creux. Ce qui est intéressant, de nouveau, là, bon, alors c'est évidemment pas grand-chose à voir avec le néolithique moyen, mais là, de nouveau, on réinvestit la matière première locale, le silex d'Evnos, alors que c'est une période qui est connue dans le coin, mais mal calée chronologiquement, à part le bronze final qui est très bien connu au Mont-Faron. Et donc, pour cette période-là précisément, en tout cas, ça va être un jalon important pour bien caractériser les manifestations culturelles des débuts de l'âge du bronze, ici la fin de l'âge du bronze ancien. Voilà. Et pour finir, je vous expliquerai qu'en fait, ce corpus céramique montre à la fois des influences du Rhône, ce qui est caractéristique à toute la frange, tout le sud de la France, mais aussi très lié avec les Alpes-Maritimes et la Ligurie par rapport à ces fameux décors de cordons digités dont je vous parlais, qui eux n'apparaissent qu'en Alpes-Maritimes ou en Ligurie, mais pas nulle part ailleurs en Provence. Enfin, en tout cas pour le moment, quoi. Voilà. Après ce panorama, je vais donc revenir rapidement sur les 4 phases que j'ai pu vous montrer. Une transition néolithique ancien moyen qui est mieux perçue, même si on a encore des lacunes. Pour le néolithique moyen, donc, on atteste la présence de groupes humains non plus que sur les hauteurs, mais en plaine littorale. Et la pratique de la crémation est de nouveau attestée sur ce site, ce qu'on avait déjà découvert à Toulon il y a 5-6 ans. Pour le néolithique final, on a une présence bien marquée, que ce soit en hauteur ou dans la plaine, avec Quartier-Thiès 1-2, cette structure. Et pour l'âge du bronze ancien, donc on a un corpus de référence qui se rattache à la fois à l'Italie et à la vallée du Rhône. Et bien voilà, je vais passer la parole à Alexandre. Merci Bertrand. Alors moi je vais vous présenter, on va faire un petit saut dans le temps, et du coup les périodes proto-historiques et surtout historiques, c'est-à-dire juste, vous m'entendez, ouais, juste avant la conquête romaine. Voilà, donc ici vous avez les différentes occupations qui sont plutôt centrées au nord de nos différentes fouilles. Voilà, donc la première phase sera l'âge du fer, ensuite l'Antiquité, l'époque moderne et puis l'époque contemporaine jusqu'à nos jours. Donc pour l'âge du fer, le second âge du fer plus exactement, la seule structure que nous avons trouvée, c'était lors de notre campagne de 2020, avec une fosse assez grande, quadrangulaire, orientée est-ouest, qui fait à peu près 4 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur. Et donc cette fosse était comblée par des amas de blocs, qui a été volontairement comblée. Et là, c'est ce que vous voyez au milieu, c'est une tranchée contemporaine, donc qui n'a rien à voir. Et cette fosse montrait un pendage, donc elle était plus profonde en allant vers l'ouest. À l'intérieur, on a retrouvé un petit panel de tessons d'amphores, essentiellement des amphores de Marseille et des amphores étrusques, donc en provenance d'Italie, datés du second âge du fer, donc à peu près 400 avant Jésus-Christ. Donc c'est un peu compliqué dans ces cas-là, quand on a une seule structure liée à une période, de comprendre à quoi elle servait.
Donc on a émis l'hypothèse que cette structure pouvait peut-être être un abreuvoir pour les ovins, les caprins, les moutons et les chèvres. Voilà, et que la zone était utilisée pour des pâturages. Voilà, donc toujours dans cette optique de l'évolution d'un paysage, on peut penser qu'à ce moment-là, l'élevage prenait une part importante. Ensuite, pour l'Antiquité est surtout représentée, donc, surtout au 1er siècle de notre ère, par des fosses de plantation, qui n'a pas l'air très excitant comme ça, mais en fait, voilà, ça veut dire que la zone, après cette période peut-être d'agropastoralisme, est remplacée par de la plantation de vignes, par des vignes. Donc c'est ces espèces de petites alvéoles que vous voyez ici. Donc ça, c'est la fouille de 2020, et ici, c'est ce que nous avons fouillé en partie l'année dernière. Donc ça fait des petits réseaux. Il faut imaginer des vignes comme aujourd'hui, donc des rangées de vignes, voilà, qui suivaient un axe ici, par exemple, nord-ouest-sud-est. Un autre réseau ici avec des fosses d'un type un peu différent, un peu plus grand, avec des logettes à l'intérieur où était placée la vigne. Ici, un exemple de ces fosses de plantation qui sont encore une fois pas très excitantes prises toutes seules, mais qui dans leur entièreté sont quand même intéressantes. Voilà, donc ça c'est ce qui a été trouvé, par exemple, c'est un autre réseau, hein, donc c'est un plan, voilà, et ça c'est des traces de plantation de ces vignes qui ont été trouvées à Cartier-Chiez, à quelques centaines de mètres au sud de notre zone de fouille, par nos collègues d'Archéodonome. Donc là on a des maillages beaucoup plus serrés, et on peut imaginer une viticulture plus soutenue. Voilà, avec la technique qu'on appelle du provinéage. Donc là, si vous voyez, c'est une coupe avec un pied de vigne, une première fosse. Donc le provinage, on prenait un sarment de vigne qu'on replantait un petit peu plus loin, et donc ça fait ces espèces de mailles. Et nous, ici, bon là, la photo est vraiment de mauvaise qualité. Il y a ces petites logettes, mais on n'a pas ce système. Donc ça veut dire que la vigne, finalement, n'a pas duré très longtemps. Et on n'a pas trouvé non plus d'autres structures de pressoir ou de ce genre de choses. Donc il doit y avoir un domaine quelque part, mais pour l'instant, il n'a pas été découvert. Voilà, autre structure de l'Antiquité, beaucoup plus impressionnante, c'est un four à chaux qui a été découvert l'année dernière au Piémont de la Beaucaire. Donc un four à chaux qui fait, là on ne s'en rend pas trop compte, mais ça fait quand même 5 mètres de diamètre. C'est la chambre de chauffe ici, qu'on retrouve ici. Donc c'est ici qu'on plaçait les blocs de calcaire afin de les calciner et d'obtenir de la chaux. Et ce four à chaux, il a été utilisé en 2 temps. Voilà, là toujours c'est ce qu'on voyait sur la diapositive d'avant. Le couloir de chauffe, après vous le voyez très mal, mais il y a une espèce de bouche qui permet d'accéder, qu'on voit ici aussi, qui permet d'accéder à la chambre de chauffe. Donc les ouvriers passaient par là pour charger le bois. Et là, une petite coupe stratigraphique, donc c'est le four à chaux coupé au milieu. Donc avec le couloir ici et la chambre de chauffe. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit ici, le creusement, là, hop. Et c'était chargé avec des blocs de calcaire en encorbellement, on appelle, voilà, ça tenait tout seul. Et avec autour de la terre crue qui finissait évidemment par chauffer pour garder qui permettait que la température monte à environ 800 ou 1000 degrés. Et c'est à cette température-là que le calcaire se transforme en chaux. Donc tout ça finissait par s'effondrer au bout de 3 jours. Et on récupérait la chaux. Et ce four à chaux, ce qui est intéressant, c'est qu'il a 2 phases d'utilisation. On ne sait pas pourquoi, mais assez rapidement, dès le 1er siècle, il décide de le réduire. Donc là, toujours vu en coupe, la chambre de chauffe, en fait, se rétrécit à cet élément, avec le couloir ici. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce que peut-être c'était trop gros finalement, ou alors la combustion se faisait mal. Donc il décide de réduire ça de manière un peu
un peu rustique. On voit ici le bord, alors que dans la diapositive d'avant, on avait vraiment quelque chose d'assez beau. Et c'est abandonné. On a retrouvé à l'intérieur de la céramique commune du 1er siècle varoise, non tournée et tournée, à peu près à ce niveau-là, et des restes d'animaux, de chiens et de chèvres, je crois, donc qui ont fini par tomber. Ça a servi de dépotoir. Est-ce que les animaux sont tombés tout seuls ou qu'on les a jetés? On ne sait pas. Voilà, donc c'est finalement abandonné et laissé ouvert. Et petit à petit, là, les couches que vous voyez, ça se comble tout seul. Et on a retrouvé au sommet une anse d'amphore africaine du IVe siècle. Donc il faut imaginer que c'est resté comme ça, ouvert pendant 300 ans. Voilà, on reste dans les fours à chaud, mais on fait un petit bond dans le temps de plus de 1000 ans, avec d'autres fours à chaud. Donc ça se présente exactement pareil, avec cette espèce de couronne de terre plus rouge, parce que voilà, ça chauffe énormément, donc la terre se rougit, se rubéfie, avec 2 fours à chaud, un ici et un là. Voilà, donc celui-là qui était en partie sur un mur, sous un mur de restanque, qu'on n'a pas pu fouiller aussi bien que celui-là, pour des raisons de sécurité, parce que c'était un petit peu dangereux. Et puis pareil, ici une petite restitution, avec le même système que tout à l'heure, donc une charge de blocs calcaires, du feu, quelqu'un qui doit l'entretenir, ou plusieurs personnes qui l'entretiennent pendant 3 jours à peu près, et qui récupèrent ensuite la chaux. Voilà, ça c'est en cours de fouille, donc évidemment, ceux-là font à peu près 2,50 m de diamètre, donc c'est-à-dire la moitié moins que le four antique. On ne va pas fouiller ça à la main, hein. Donc on le fouille mécaniquement, mais tout en essayant de préserver le plus possible le vestige archéologique, ce qui a été plus ou moins le cas ici. Bon, c'est bien. Et donc ce premier four à chaud qui était au sud, là, celui qui est le mieux conservé, a été abandonné avec encore de la chaux à l'intérieur, c'est le blanc que vous voyez ici, et des restes de bois calcinés qui se sont avérés être de l'olivier. Voilà, ça c'est les oliviers qui sont juste à côté de notre parcelle de fouille. Le four à chaud dont je parle est juste derrière le petit tas de terre là. Donc il faut imaginer que ces oliviers qui apparemment entre 600 et 1000 ans étaient déjà là au XVe siècle, et que c'est ces oliviers-là qui ont servi à alimenter les fours à chaud. C'est quand même assez sympa de se dire que ces oliviers-là sont finalement eux aussi des vestiges archéologiques, mais toujours présents. Ensuite, on passe à l'époque contemporaine au sens large, c'est-à-dire on commence au XIXe siècle. Ça, c'est notre emprise de fouille de l'année dernière, avec une galerie souterraine qu'on voit ici, qui est axée nord-sud et qui fait un petit virage vers la Beaucaire. Voilà, donc c'est une galerie qui était connue. L'entrée a été détruite par les constructions qui se sont faites après 2018, là où nous avions fouillé un peu plus au sud. Donc ça a été obstrué, mais la galerie était connue par les anciens propriétaires qui allaient se promener dedans quand ils étaient petits, et qui est sans doute liée à la Panagia, c'est-à-dire au mas qui se situe un peu plus au sud. Donc ils devaient l'approvisionner en eau, mais d'une manière qu'on n'a pas vraiment compris quand même. Donc il y avait de l'eau qui passait à un moment donné, mais on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Voilà, donc cette galerie... Oh, tous mes effets de surprise sont réduits à néant. Ah, voilà. Donc à on voit pas trop sur le plan, mais ici il y a un puits qu'on voit ici en photo qui venait recouper cette galerie. Ici, il faut imaginer qu'il y avait un petit mur qui obstruait la galerie, mais un mur en pierre sèche qui s'est effondré quand on l'a découvert. Donc voilà, tout ça, c'était comblé volontairement avec des blocs. On ne l'a pas fouillé en entier parce que ce genre de structure peut être finalement très, très profond, et pour des raisons de sécurité, pareil, on n'a pas pu le fouiller en entier, mais on a recueilli assez de matériel pour pouvoir le dater au XIXe siècle. Ouais, la suite. Voilà. Ensuite, d'autres choses encore plus contemporaines. On a eu des traces, sur toutes les fouilles qu'on a fait depuis 2018, on est tombé sur des gros câbles électriques. Bon, là, on change vraiment de paradigme par rapport à la préhistoire, hein. Des gros câbles gainés de plomb,
qui était souvent axé nord-sud, mais aussi qui se dirigeait vers la colline de la Beaucaire. Donc on a eu un peu peur de tomber là-dessus au début, parce qu'on ne savait pas si c'était des câbles électriques qui étaient toujours en fonction, mais qui n'étaient pas sur les plans, ça peut arriver. Et donc une fois qu'on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas en fonction, on a pu les couper. Et ça s'est avéré être des câbles de communication datant de la Seconde Guerre mondiale, et apparemment plutôt liés à l'occupation allemande, parce que dans la colline de la Beaucaire, apparemment, il y avait un centre de communication. Enfin bon, bref, voilà. Et assez amusant, sur le terrain, on a retrouvé aussi des roues de chars américains de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient toujours là. Et aussi des roues de Jeep, et même une charrette avec un essieu et des roues de Jeep. Donc c'est-à-dire qu'après la guerre, évidemment, les gens manquaient de beaucoup de choses, et ils ont récupéré ce qu'ils ont pu, donc même des engins militaires abandonnés. Donc cette roue-là de char Sherman, c'est ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous le connaissez sûrement, le char Sherman qu'on voit à la Valette du Var. C'est les petites roues qui sont en bas et qui ont été réutilisées. Voilà, donc quelques années après les pénuries d'après-guerre, tout va mieux. Et on a fouillé une fosse contemporaine des années 80, dans une démarche scientifique de fouiller les vestiges vraiment contemporains à la même manière qu'on fouillerait une fosse du bronze ancien. Et ça s'est avéré être assez intéressant, parce que c'était vraiment parlant, et notre société de consommation finalement était patente dans cette fosse, avec beaucoup de produits d'exportation, très peu de choses qui venaient de la région. C'est-à-dire que on ne trouve presque rien qui est fait par ici, à part l'huile d'olive Puget qui est mise en bouteille à Marseille, mais c'est à peu près tout. Beaucoup de produits pharmaceutiques, des antidépresseurs, des plaquettes de pilules contraceptives, et même des bijoux en or et en diamant que mon collègue est en train de découvrir dans cette fosse, qui finalement, dans un dépotoir, on peut trouver tout et n'importe quoi. Voilà. Ça nous a payé le restaurant ce soir. Et voilà, donc en conclusion, pour les périodes historiques, le décor, j'allais dire, se transforme vraiment en une zone agricole ou agripastorale, ce qu'elle était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement. Voilà, et puis des choses comme des fours à chaud, d'exploitation de la nature. Et puis ça, c'est une petite photo que nous avons prise avec Bertrand hier. Donc il faut imaginer que c'est juste au-dessus de ce four à chaud. Et il y a maintenant une villa qui est en train d'être construite. Et donc, comme disait un peu le monsieur le maire tout à l'heure, finalement cet endroit qui n'avait pas connu vraiment d'habitation depuis le bronze ancien, on connaît plus de 3500 ans. Après, bon, c'est peut-être plus moche que ce qu'il faisait à l'époque, hein, ça, on sait pas. Enfin voilà, merci beaucoup.